Bonsoir Céline Zoufferet. Bonsoir. Votre deuxième roman, Nitrate, paru aux éditions Gallimard, nous ouvre les portes du cinéma et d'une femme pionnière dans ce domaine, Alice Guy. Comment avez-vous rencontré l'histoire de cette femme? Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce roman? En fait, je l'ai découverte un peu par hasard sur une page Wikipédia qui parlait des premiers monteurs et monteuses. Donc je ne la connaissais pas du tout. J'ai lu sa page Wikipédia. J'ai été assez impressionnée de son parcours et j'ai quand même une culture cinématographique, mais j'avais jamais entendu parler d'Alice Guy. Et il était fait mention de ses mémoires à la fin de l'article. Donc heureusement, la bibliothèque de la Pardieu à Lyon les avait, donc je les ai louées. Et c'est en lisant ces mémoires que le déclic de l'écriture a vraiment eu lieu. À un moment donné, elle explique qu'elle a rencontré différentes personnes dans le cadre de son travail, et notamment Joseph Vallot, qui est un astronome qui a construit un observatoire au sommet du Mont Blanc, et il l'a invité en fait à faire l'ascension. Et elle écrit juste: ah, j'aurais bien aimé monter au Mont Blanc, mais mon mariage m'empêcha de me rendre à son invitation. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ces choses un petit peu mystérieuses qui se passent pendant l'écriture, mais là, d'un coup, avec cette phrase, tout mon roman s'est mis en place, et je me suis dit, ok, si un film montre Alice Guy monter au Mont Blanc, c'est qu'elle y est montée, et que donc, voilà, pour réparer un petit peu une injustice, mon personnage va chercher à faire ce film. Constance est donc monteuse, un mot qui fait sourire quand elle décline sa profession. Et découvrant, donc comme vous l'avez bien expliqué, un des rêves d'Alice Guy, elle décide qu'avec la technologie d'aujourd'hui, elle va réaliser ce rêve. Rassembler les fils de la fiction et de la réalité pour réparer, en littérature ou au cinéma, pour montrer, pour faire entendre, comme nous l'avons entendu ce soir lors de votre lecture. Jusqu'où est-ce que cela peut entraîner? Alors en effet, moi je me suis un petit peu laissée prendre au jeu entre guillemets des recherches. Moi je connaissais pas du tout cette période des débuts du cinéma. Donc pour comprendre Alice Guy, pour comprendre sa carrière et le moment où elle avait vécu, il a fallu en effet que je me plonge dans l'histoire des tout débuts du cinéma. Moi en écriture, j'ai vraiment une fascination pour l'image. J'aime parler d'image en écriture. Donc là, c'était vraiment le moment où l'image fixe commence à bouger, les débuts du cinéma. Et donc, j'ai découvert que les 3/4 quasiment des films des 10 premières années du cinéma avaient disparu. Et c'est un chiffre qui m'a vraiment effarée. Et j'ai voulu justement partir à la rencontre de cette période du cinéma pour comprendre à la fois Alice Guy, mais aussi cette grande disparition. Donc j'ai fait des recherches à peu près pendant un an, où j'ai été dans les cinémathèques françaises, les cinémathèques suisses, dans les réserves, au CNC, auprès d'historiens du cinéma, de collectionneurs, pour essayer de comprendre à quoi ressemblait le cinéma à cette époque-là et comment on l'a inventé. Et pourquoi le temps est un ennemi? Et cela n'est pas, n'est pas sans rappeler ce titre Nitrate, qui est vraiment très très beau. Oui, alors en effet, très rapidement, j'ai découvert que une des raisons pour lesquelles autant de films avaient disparu, c'est bêtement le support sur lequel étaient conservés les films, donc la pellicule, c'est-à-dire qu'elle était faite en nitrate de cellulose. Et donc cette matière est déjà extrêmement inflammable, elle peut s'auto-combustionner. Et plus elle est dégradée, plus la température d'autocombustion baisse. C'est-à-dire que quand elle est vraiment endommagée, elle peut s'auto-enflammer à 30 degrés. Et comme elle dégage de l'oxygène, on ne peut pas arrêter l'incendie. Donc une pellicule qui commence à brûler, elle est totalement perdue. Et en même temps, pour conserver ces pellicules, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir une température qui ne dépasse pas à peu près 5 ou 7 degrés, un taux d'humidité stable aussi. Donc c'était très très difficile à conserver. C'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup qui sont parvenus jusqu'à nous, mais aussi à l'époque, voilà, les films c'était vraiment des objets de consommation. On n'avait pas envie de les garder à l'époque, on ne comprenait pas l'intérêt, et donc il y en a énormément qui ont été simplement soit recyclés, soit jetés pour faire de la place. Constance explore aussi les lieux, notamment à Paris, liés à Gaumont, où elle arrive trop tard. Il n'existe plus rien, sinon peut-être un lavabo en sous-sol ou bien quelques traces. La mémoire des murs a été avalée par le béton. Comment voir ce qui n'existe plus? Oui, alors ça c'est vraiment une expérience que j'ai faite, c'est-à-dire que voilà, je me suis confrontée un petit peu à toutes ces archives,
à toutes ces histoires qu'on me racontait de cette période du cinéma. Et pour moi, c'était important d'aller voir sur les lieux pour voir ce qui restait et voir si on avait gardé en effet le souvenir. Est-ce qu'il restait quelque chose? Est-ce que le plus grand studio du monde qui fut un jour Gaumont, près des buttes Chaumont, est-ce qu'il a laissé une marque? Est-ce qu'on sent quelque chose dans ces lieux-là? C'est vrai que quand on y est, c'est assez perturbant parce que finalement, voilà, c'est devenu des immeubles d'habitation, il y a une école, il y a juste un nom de rue, c'est marqué cours du 7e art qui peut voilà, orienter un petit peu une sorte d'hommage ou de trace. Mais voilà, se dire, ben, là où je suis, il y a 100 ans, un énorme studio existait, maintenant qu'est-ce qui reste? Et c'est vrai que voilà, notre place aussi dans le temps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée pour l'écriture de ce roman. Vous écrivez dans Nitrate, autour de Constance, autour de toutes les autres, réinvestir son histoire, lui construire une légende, que le récit s'augmente à chaque répétition, qu'il excède celles et ceux qui le racontent pour s'ancrer dans la mémoire. Parce que l'oubli, ce n'est pas qu'une question d'invisibilité, c'est aussi une affaire d'effacement et de substitution, notamment de noms. Comment lutter face à une histoire déjà ancrée et écrite depuis longtemps? Ouais, c'est très compliqué. Moi, je me suis rendu compte, quand j'ai fait mes recherches, que tous les historiens du cinéma connaissaient Alice Guy, que tous les profs d'université de cinéma enseignaient Alice Guy. Mais par contre, c'était le grand public qui la connaissait pas. Et je me suis rendu compte que voilà, l'histoire avec un H majuscule, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'amener au grand public. Et pour qu'une histoire pénètre, entre guillemets, l'imaginaire du grand public, il faut vraiment raconter une histoire. Donc en tant qu'écrivain aussi, ça m'a pas mal frappée. Il faut que l'histoire soit bonne. C'est-à-dire que quand on parle des frères Lumière, rien que le nom, ils avaient tout pour qu'on se rappelle d'eux. Méliès aussi est entouré de toute une espèce de mythologie. Et donc, voilà, il faut se battre en fait sur le même terrain. C'est-à-dire que Alice Guy, par exemple, a voulu écrire ses mémoires, a voulu raconter sa version de l'histoire. Ses mémoires n'ont pas été publiées, ils ont été publiés 8 ans après sa mort. Et donc, pour combattre une histoire qu'on a écrite sans dire son nom, une histoire qui est écrite dans des livres, il faut aussi se battre sur le même terrain et donc que les caractères d'imprimerie puissent, entre guillemets, combattre les caractères d'imprimerie et qu'on parle d'Alice Guy, qu'on en parle de plus en plus, c'est ce qui est en train de se passer et ça me rend vraiment très heureuse. Voilà, la BD de Catel et Bocquet, par exemple, le documentaire d'Arte. Il y a aussi un prix, par exemple, voilà, le prix Alice Guy qui récompense une cinéaste dans l'année. Donc c'est plein de choses symboliques comme ça qui petit à petit, j'en suis sûre, vont faire rentrer Alice Guy dans l'imaginaire commun. Au-delà d'Alice Guy, Nitrate retrace la naissance et la distribution du cinéma en mettant en lumière les forains, qui bien avant les salles et les multiplexes que nous connaissons, ont apporté cette nouvelle technologie de ville en ville. Vous reproduisez d'ailleurs un extrait des mémoires d'Alice Guy au sujet de la famille Grenier. Qu'est-ce que les disparitions de ces noms et de ces histoires nous racontent? Alors oui, c'est assez... Moi, je connaissais pas du tout les forains, enfin je les connaissais en tant que fête foraine, mais c'est tout. Et en commençant à m'intéresser à cette période du cinéma, je me suis vraiment rendu compte qu'on invente le cinéma, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que c'est un peu une curiosité scientifique. On a réussi à capter le mouvement, on arrive à le retransmettre, mais à part ça, on sait vraiment pas quoi en faire. Et donc, on le diffuse dans les grandes villes, à Paris, mais c'est un petit peu une curiosité. Et les gens qui ont été le voir une fois, 2 fois, ils y retournent plus. Et donc, c'est les forains qui s'en emparent et qui en font vraiment une attraction et qui en font vraiment un spectacle cinématographique qui permettent aussi aux petites villes et aux villages d'expérimenter le cinéma. Et finalement, voilà, le cinéma à cette époque, c'est un peu comme des braises qu'il faut entretenir. Il aurait pu ne pas exister. Et je pense que c'est en partie vraiment grâce aux forains qui ont entretenu un petit peu ce feu et qui ont habitué aussi nos regards au cinéma, au langage cinématographique, aux images sur un drap, sur un écran qui bouge. C'était pas forcément évident pour l'époque.
Et oui, c'est vraiment grâce à des gens comme les Grenier, la famille Grenier qui a été un des premiers à montrer le cinématographe dans les fêtes foraines. Et ensuite, voilà, à partir à peu près de 1907, Pathé notamment se dit on peut vraiment faire de l'argent avec le cinéma, donc il commence à ne plus vendre les films mais les louer, et donc il commence aussi à avoir les salles en dur, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des cinémas. Et ça permet aussi de contrôler la manière dont on regarde les films. Il faut bien s'imaginer qu'avant, finalement, qu'est-ce qu'était le cinéma? On parle toujours de, voilà, ça c'est du cinéma. Regarder un film sur Netflix, sur son ordinateur ou sur son portable, c'est pas du cinéma. Alors qu'en fait, si on replonge vraiment dans les premiers usages du cinéma, regarder tout seul un film sur son ordinateur ou sur son portable, finalement c'est très proche du kinétoscope d'Edison, où on regardait, où il y avait des grandes salles et juste on regardait le film à travers une petite lunette. Et donc finalement ce serait ça vraiment le cinéma. Donc ce qui m'a fascinée aussi, c'est qu'il y a différentes pratiques du cinéma, du cinématographe à travers son histoire. Et que voilà, il faut s'imaginer le cinéma dans les forains, sous les tentes foraines, avec beaucoup de bruit, beaucoup de rires, beaucoup d'échanges. Et je trouve que c'est assez très vivant d'imaginer le cinéma comme ça. Nitrate, ce n'est pas seulement explorer le pouvoir de l'image, c'est aussi rappeler que pour la première fois, le mouvement offert est celui de la vie, et puis, rapidement, celui du son. Vous écrivez une archive INA. C'est une interview en noir et blanc. Alice Guy, âgée, assise face caméra. C'est le son qui l'a saisie d'abord. Comment on a de la peine à croire que les gens sont morts quand on entend leur voix. La littérature, le cinéma, la musique, l'art, est-ce les seules manières d'accéder à ce rêve, cette illusion d'éternité pour l'être humain et pour ceux qui nous sont chers? Oui, alors il y a des écrits assez émouvants de l'époque, où apparaît le cinéma, où voilà, il y a des journalistes qui vont voir le cinéma et qui disent ça y est, on a vaincu la mort, on peut revoir les gens qu'on a aimés qui bougent et qui sont vraiment vivants face à nous. Et je pense que le cinéma est en effet un des arts qui permet de garder vivant le plus. Et en effet, je pense que voilà, toute littérature ou toute histoire, mais que ce soit aussi des choses moins palpables, c'est-à-dire les contes oraux, des choses comme ça, tant qu'il y a transmission, en fait, on reste vivant quelque part, et en effet, le cinéma et la littérature font partie de ces mouvements-là. Finalement, quel livre, quel auteur ou quelle autrice nous invitez-vous à découvrir ce soir et à lire? Ou quel film à regarder? Oui. Alors, oui, je ne m'étais pas préparée à cette question. Quel film ou alors, un des derniers films qui m'a vraiment émue, c'est Babylone, donc qui parle de cinéma. Il y a eu énormément de films en ce moment qui sont sortis, qui parlaient de cinéma. Et là, c'est un petit peu voilà, les débuts du cinéma aussi, mais c'est plutôt vers l'arrivée du parlant, cette fois. Et il y a notamment une scène assez magistrale à la fin, où il fait un petit peu l'histoire du cinéma avec des images, très rapides comme ça. Il passe un petit peu sur cette centaine d'années, 150 ans d'existence du cinéma, et je trouve que ça nous montre à la fois que le cinéma est un art jeune, et en même temps ça nous permet de renouer aussi avec cette communion un petit peu, en tant que spectateur et spectatrice qu'on a face à un écran. Finalement, on fait partie d'une histoire aussi, et je trouve que ce film le montre très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.